Bonjour à tous, ici Teddy Baldassare et aujourd'hui nous avons Casey Neistat avec nous. Et la discussion porte sur les montres, ce qui me passionne vraiment parce que je suivais ta chaîne. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai lancé ma propre chaîne YouTube. J'avais un Canon 70D, j'avais un GorillaPod, j'étais à fond dedans. Et puis on t'a contacté pour te demander « Hey, est-ce que tu t'intéresses aux montres? J'ai toujours vu des montres à ton poignet. » Et t'étais partant. Et ça m'a vraiment enthousiasmé. Alors Casey Neistat, collectionneur de montres. Quelle est ta philosophie? Parle-nous-en un peu plus. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Eh bien, j'aime les gens qui trouvent leur voie et qui s'y engagent à fond. Je ne m'identifie pas vraiment en généraliste, mais quelqu'un qui a une sorte de niche spécifique qui devient son obsession, ça, je m'y reconnais énormément. Je ne partage pas ta passion pour les montres, mais je la respecte et l'apprécie. Je pense souvent aux montres, donc quand je t'ai répondu, j'ai dit « Je ne suis pas vraiment un grand amateur de montres, mais la philosophie des montres m'intéresse beaucoup. Je ne suis pas vraiment un collectionneur de montres, mais allons-y. » Qu'est-ce que tu entends par philosophie? Tu pourrais préciser ce que tu veux dire? Tu veux dire par là, ma femme est joaillière, c'est son métier, et j'ai une profonde admiration pour l'artisanat qu'est la joaillerie. Je n'aime pas en porter parce que ça ne sert à rien d'autre qu'à la mode ou peut-être à l'expression. Quelque chose comme les bijoux n'ont aucune utilité. J'avais une alliance, une bague de mariage. On appelle ça comme ça pour les hommes? J'avais une alliance. C'était celle du grand-père de ma femme pendant la Seconde Guerre mondiale. Je l'ai portée pendant environ 9 heures après notre mariage, jusqu'à ce que je la perde. Ma femme l'a retrouvée et a dit « Tu ne la récupéreras jamais ». Ma femme m'a fabriqué un collier incroyable. Mais en faisant des pompes, il tintait à chaque fois que je m'approchais du sol, ce qui me rendait fou. Je l'ai donc retiré. Je ne sais pas où il est, mais tu vois, ça me gêne. Et c'est pour ça que les bijoux, je n'ai jamais trouvé de place pour ça dans ma vie. Voici mon bracelet, parce qu'une de mes ambitions dans la vie, c'est de ne jamais avoir à porter de clés, de téléphone ou de portefeuille. J'ai complètement abandonné le portefeuille. Je n'ai pas de clé dans ma vie, mais mon immeuble nécessite un badge. C'est tout. Donc c'est purement utilitaire, et même ça c'est un peu agaçant. Je trouve les montres indispensables, car elles remplissent une fonction très précise. Je ne veux pas sortir mon téléphone pour l'heure, j'ai toujours besoin de la connaître. C'est là que ma passion pour les montres est née. C'est là où l'utilité rencontre la mode et où la fonction rencontre la forme. J'aime cette façon de penser, c'est de ça que j'ai envie de parler, car je ne connais pas très bien les montres. J'ai toujours apprécié que ton contenu ne soit pas centré sur le matériel, contrairement à beaucoup de passionnés de production vidéo qui deviennent obsédés par l'équipement plutôt que par la création. Je retiens toujours de ton contenu l'importance d'utiliser ce que l'on a. Avec ce concept d'utilité, notamment pour les montres, je vois bien le parallèle. Et c'est logique que tu sois vraiment devenu attaché à une G-Shock, non? Je veux dire, c'était la montre. Si on commence à parler de certaines des montres que tu as choisi de posséder, j'ai l'impression que c'est par celle-ci qu'il faut commencer. Pourquoi tu as, enfin, c'est un boîtier 5600. Je me souviens que quand tu faisais ce zoom très serré dans tes vlogs, on voyait toujours ce truc flotter avec le boîtier blanc, le bracelet blanc. C'est quoi ton lien avec cette montre? Parce qu'on l'a probablement vu tellement souvent. Oui, tu sais, je suis un grand fan de la lignée et de l'histoire de Casio et G-Shock. J'aime l'histoire de la création de la première G-Shock, la balle rebondissante et l'idée d'une montre pouvant résister à cela. J'aime aussi le fait que celle-ci coûte 50 ou 60 dollars. Donc, ça m'enthousiasme. Et si quelqu'un voyait ça, par exemple, dans une de mes vidéos YouTube, il pourrait se dire que c'est accessible. Il pourrait en faire partie. Donc, c'est une confluence de tous ces facteurs. Mais je pense que ces 10 ou 15 dernières années de ma vie, j'ai atteint un niveau de sécurité financière où je peux m'acheter des trucs de luxe pour la première fois de ma vie. Et j'ai quelques montres de luxe. Mon beau-père m'a offert une Rolex comme cadeau de mariage. J'ai adoré. C'était la première fois que je possédais un objet aussi luxueux à mon poignet. Mais après l'avoir portée pendant quelques semaines, elle a commencé à me gêner. Par exemple, je ne pouvais pas voir l'heure la nuit. Tu as aussi brisé le verre de celle-là, si je ne me trompe pas, non? Oui, c'est ce que je voulais dire par gêner. J'essayais d'être gentil en disant qu'elle n'avait pas d'indigo la nuit, donc je ne voyais pas l'heure. Et j'ai cassé le verre un mois après l'avoir eu. Ça ne me convenait pas. Peu importe ce que j'achetais, j'avais plusieurs montres, mais revenais toujours à celle-ci. Je ne sais pas pourquoi, je préfère la blanche à la noire. J'aime les objets anciens.
Les vêtements usés me plaisent, car ils montrent qu'ils ont été aimés. J'apprécie aussi les voitures qui ont vécu. C'est comme si leurs propriétaires les utilisaient vraiment. J'ai un gros 4x4 et quand je vois un 4x4 impeccable, je me demande, tu vas juste au supermarché? Prends un monospace. J'aime voir les gens utiliser les objets pour l'usage auquel ils sont destinés. La blanche se patine d'une façon particulière. Ce n'est pas pour ça que je l'ai achetée, mais c'est ce qui me l'a fait apprécier davantage avec le temps. La blancheur brillante de celle-ci a presque disparu. Elle a pris un genre de jaunissement dégueu. Et j'adore ça. Il y a un concept dans les montres dont je parle toujours. Je veux dire, j'en parlais avec certaines personnes de notre équipe et des collectionneurs. Et on parle toujours de cette idée. Ce que j'aime, c'est que la qualité s'embellit avec le temps, alors que le manque de qualité s'use, non? J'aime cette idée que si tu as quelque chose de bien construit et que tu peux montrer qu'il a été bien aimé, ça devient une extension de toi-même. Et parce que je pense que si tu fantasmes juste sur des objets toute la journée sans les utiliser, je déteste l'idée de quelqu'un qui achète une montre et la met simplement dans son coffre-fort. C'est quelque chose auquel je n'arrive pas à m'identifier. Quand je vois ce genre de choses, ça m'enthousiasme. Même pour mes montres chères, je me fiche des rayures et les gens trouvent ça complètement fou. Mais pour moi, cela fait partie de mon histoire. C'est là que je peux montrer que c'est quelque chose que j'ai choisi de posséder, que c'est à moi, et que ça dépasse le simple objet pour devenir une partie de moi, d'une certaine manière. Oui, c'est comme posséder une Ferrari et ne pas la conduire vraiment vite. Oui. C'est comme, qu'est-ce que tu vas faire? Une version plus cynique serait que tu peux acheter de belles choses, mais pas le style. Et je pense que le style, c'est quelque chose qui se mérite. Et bien sûr, mon style est très disputable. Ma femme ne serait absolument pas d'accord. Mais le fait que tu vois, j'ai cette histoire derrière cette montre en plastique à 50 $ d'Amazon, ça compte plus pour moi qu'une montre de luxe que je pourrais acheter en magasin et pour laquelle je devrais hypothéquer la maison. Quand tu vois cette montre, des souvenirs te viennent-ils immédiatement? Te rappelles-tu d'une rayure ou d'un détail similaire? Non, mais en venant ici, j'essayais de me souvenir précisément du moment où j'ai eu cette montre. Le fait de ne pas m'en souvenir avait un sens pour moi. Cette année marque notre 12e anniversaire de mariage, donc j'ai cette Rolex depuis 12 ans. J'ai eu celle-ci des années avant l'autre. Quand je l'ai remplacée par la Rolex, cela faisait longtemps que je l'avais. Donc je pense que le simple fait de savoir qu'elle est restée collée à mon poignet aussi longtemps, c'est un peu l'aspect sentimental. Mais ne vous y trompez pas, si je la perdais aujourd'hui, je recommanderais exactement la même sur Amazon. La recevrais demain, la mettrais et n'y penserais plus. Je pense que le fait que ce soit si peu précieux est justement ce qui m'enthousiasme à son sujet. Qu'as-tu apporté d'autre? Je ne sais même pas ce que tu as pris. As-tu un sac à dos? D'accord, donc en général, mes montres se trouvent dans mon tiroir à sous-vêtements, en tas. D'accord. Et pour la fête des pères l'année dernière, mes filles m'ont offert 7 boîtes à montres, qui, je suis sûr, coûtaient environ 50 $ sur Amazon. Elles étaient très enthousiastes parce qu'elles ont fait imprimer mon nom dessus, Casey. Sympa. Donc, je suis sûr qu'il existe des boîtes à montres plus luxueuses, oui, il y en a. Celle-ci, oui. Ça peut aller très loin. Ce n'en est pas une, mais il y a mon nom dessus. Mes petites filles me l'ont offerte, donc je l'adore. Elle contient des montres en plastique et quelques montres de luxe. On y va? Allons-y. D'accord, allons-y. Montrez-moi ce que tu as. On commence haut ou bas? Comme tu le sens. Je vais commencer au sommet. D'accord, on prend donc la direction opposée avec ça. D'accord, donc j'ai acheté cette montre avec mon propre argent. Et il y a quelque chose à propos d'une Rolex jaune. Je ne connaissais pas le terme Rolex jaune que bien plus tard dans ma vie. Quand j'étais enfant, on en parlait comme de la Rolex en or massif. Et vous savez, j'ai grandi dans un quartier de classe moyenne modeste. Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça. Mais je ne pouvais pas imaginer quelque chose de plus... Vraiment une façon plus ostentatoire que cette montre de crier au monde « Je suis le mec riche ». C'était la chose la plus agaçante, arrogante, en pleine figure, un vrai « va te faire voir ». Et quand j'ai vendu ma société de développement de logiciels, je crois que c'était en 2016 ou 2017, la première chose que j'ai faite, c'est d'acheter cette montre. Pourquoi tu t'es tourné vers celle-là? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix? Uniquement parce que c'était ça. Je voulais quelque chose pour commémorer ça, comme j'avais atteint enfin quoi que ce soit que ça représente. Vraiment juste pour marquer le moment. Ouais, et aussi, en fait, je l'ai acheté un peu avec l'illusion que je le porterais comme je portais ma G-Shock. Et l'histoire de pourquoi je ne porte presque jamais cette montre maintenant, c'est parce que je suis tellement irresponsable avec mon propre matériel
que j'étais en train de surfer dans l'océan. J'ai oublié que je la portais, je ne l'ai pas laissée dans la voiture. Et j'étais assis sur ma planche comme ça, et j'ai senti que ça glissait, et je l'ai attrapé avec ma main. J'ai baissé les yeux et pensé, merde, j'ai encore la Rolex au poignet. Et c'était comme si j'avais failli laisser tomber genre une Honda Accord au fond de l'océan. Et c'était probablement la dernière fois. Une Honda Accord complètement tunée. Mais ça, c'est comme ça reste dans mon placard. Et j'aime le fait que ça m'appartienne. J'aime savoir que quand l'apocalypse arrivera, je pourrai échanger ça contre un sandwich parce que c'est fait en or. Tu vois, ça a une valeur fongible. J'aime à quel point c'est lourd. C'est comme un modèle des années 1990, ouais. C'est comme une Submariner à 5 chiffres. Donc là, on revient à l'époque des lunettes pré-céramiques. Probablement cette époque où tu voyais ces montres tape à l'œil au poignet des gens. On dirait presque qu'elle sort directement de cette époque. Ouais. Aucune intention derrière ça. J'ai juste vu la nouvelle, cette partie de la montre, comment ça s'appelle? C'était ça, le protège-couronne? C'était sur les nouvelles, c'est anguleux. Oui, et à mon avis, c'est peu élégant. Je trouvais celui-ci vraiment beau. En voyant le nouveau, je me suis dit, ce n'est pas ça. Et puis j'ai fait des recherches et je me suis dit, d'accord, il faut que je prenne l'ancien, oui. Et l'autre chose, c'est que je refuse catégoriquement de le faire polir un jour. Toutes ces rayures, c'est toi? Ce sont tes traces. Franchement, c'est l'un des bracelets tout or les plus rayés que j'ai vus. J'ai aussi fissuré la perle. D'accord, très bien. Au moins, oui, mais je suis surpris qu'elle soit encore là. Souvent, sur certains Submariners de cette époque, la perle a disparu car elle peut sauter. Je suis content qu'elle soit encore là. J'adore cette montre, même si elle reste au placard. G-Shock, c'était celle-là. C'est pour ça que je reviens toujours à la G-Shock. Les autres montres de luxe que j'ai, par exemple, c'est la Rolex que mon beau-père m'a offerte pour mon mariage. Et à cette époque, tu n'avais pas... Quelle était la plus belle montre que tu avais? C'était celle-là. C'était vraiment tout ce que tu avais à ce moment-là. Oui, oui. Et je me souviens que tu avais... Quand tu as eu cette montre, je crois que tu as fait une vidéo à ce sujet, non? À l'époque? Je me souviens d'avoir regardé ça. J'étais vraiment emballé. Et tu sais, mon beau-père m'a demandé, il m'a dit, je veux t'offrir ça. Qu'est-ce que tu veux? Et j'ai juste dit, je veux le modèle le plus simple qu'ils font. Je ne savais pas ce que c'était, mais j'ai demandé le modèle le plus simple, sobre, avec cadran blanc si possible. C'est juste une Datejust très simple. Et la raison pour laquelle je l'ai mise sur ce bracelet autant très patriotique, c'est parce que le bracelet en acier, que je suis sûr d'avoir perdu, bougeait trop. Avec un bracelet autant, elle tient bien au poignet. Je peux courir ou me battre avec. Franchement, c'est une bonne montre. Mais j'ai brisé le verre de la montre. Je l'ai cassé. Comment tu fais pour briser le verre d'ailleurs? Je suis tombé de ma planche à roulettes. Ouais. Et maintenant, vu le timing... Tu n'as pas abandonné. Non, le skateboard fonctionne toujours. La montre, non. Comment on appelle ça? Le mouvement. Le mouvement de celle-ci ne marche plus. Probablement à cause d'un choc. Peut-être le magnétisme. À la fin de chaque journée, elle a environ 20 minutes de retard. Ouais, donc c'est probablement soit un gros choc parce que tu l'as fait tomber, soit elle a été magnétisée parce que tu es sûrement entouré de plein de trucs différents. Je ne sais pas ce que tu fais dans ton studio, mais j'imagine que c'est ça. As-tu eu besoin d'un démagnétiseur? Donc celle-ci a besoin d'un peu d'entretien, mais je l'aime bien. Et j'aime porter celle-ci parce que, pour moi, elle est plus proche du confort et de celle-ci que de la grosse jaune. C'est marrant aussi parce que celle-ci fait partie de la série 116 200. Donc celle-là a une lunette bombée. Elle n'a pas beaucoup des caractéristiques typiques des Datejust, comme le bracelet jubilé ou la lunette cannelée. Celle-ci est vraiment la plus... Je voulais la plus simple possible. Et c'est simple, c'est exactement ce que tu as avec celle-ci. Ouais, et ça me plaît. Oui, j'aime bien cette montre. Je préfère vraiment celle-ci à la jaune. Ça ne te gêne pas qu'elle donne la mauvaise heure. Si je pouvais la faire réparer sans rien faire, je le ferais. Je peux t'aider avec ça, on peut s'en occuper. Ce verre a été réparé car ma femme l'a vu et a dit « Tu ne peux pas laisser mon père voir ça ». Elle s'en est ensuite occupée. Parce que ça n'a jamais eu besoin de réparation. C'est ça les avantages. Très bien, poursuivons avec les montres de luxe. Allons-y. Tu veux changer un peu? Tu veux passer à autre chose ou tu veux rester dans le luxe? On peut aller vers ce qui t'attire. D'accord, j'aurais dû chercher le nom de celle-ci. Frogman. C'est le Frogman, mais c'est une édition spéciale du Frogman. Attends, le nom est écrit ici. Je sais que je devrais, le nom est écrit ici. J'aime bien que tu ne le saches pas d'ailleurs. Oui, non, je ne sais pas. C'est un Frogman en édition spéciale dont je ne connais pas le nom. Mais ça, c'était cher. Ça, c'était genre, je ne sais pas. Probablement dans les 1500 $, quelque chose comme ça. Et c'était une édition super limitée.
et il y a tous ces gadgets et toutes ces bizarreries dedans, et j'adore cette montre. Ma femme se moque, disant que ça ressemble à un jouet de distributeur de boules de gomme, ce qui est vrai. On entend encore du sable dans le bracelet pendant que je le fais. Pourtant, j'adore cette montre. Je trouve ça super cool, surtout qu'on dirait qu'elle vient d'un distributeur de boules de gomme. Qu'est-ce qui te plaît dans cette montre au look étrange? Objectivement, qu'est-ce qui t'attire? Je pense à quel point elle est excentrique. J'aime le fait qu'elle ressemble à un jouet à mon poignet. Elle est tellement fantastique avec toutes ses couleurs. Cette montre a été conçue d'après un lézard qui vit à Bornéo. J'aimerais pouvoir me souvenir du nom de ce lézard. C'est le nom de cette montre en particulier. Et j'adore tout à son sujet. Je pense que c'est la chose la plus cool qui soit. On dirait juste un tas de couleurs vives et un peu folles, mais il y a une vraie signification derrière tout ça. Et cette couronne, c'est la couronne colorée. Donc ça, ce sera la couronne et ça, la lunette. Il y a en gros un pare-choc attaché au boîtier, ce qui n'est pas courant sur la plupart des montres. Et ça, comment on appelle ça quand il y a plusieurs couleurs comme ça? Le J'aime bien l'iridescence et translucide. L'iridescence n'est pas due à de la peinture, mais à un procédé métallique. J'aime le fait que cette montre soit géniale sans en avoir l'air. À première vue, on dirait simplement qu'elle sort d'un distributeur de boules de gomme. Et puis mon ami, un brillant réalisateur nommé Peter McKinnon. ouais, pas de problème. Grand amateur de montres. Je l'ai vu porter une montre, une No Time to Die. Il en possède une, il a déjà porté. Il est à fond là-dedans et il a une collection tellement cool. Mais je lui ai envoyé ça quand j'ai eu une photo. Et puis il m'a renvoyé une photo et il a eu la même. Et j'étais là, oh oui, je ne suis pas seul. Et c'était... Sans communiquer entre vous, vous avez juste... Je ne connais pas les détails, mais au final, on a tous les deux la même montre ridicule. Et puis, quelques mois plus tard, il m'en a offert une en cadeau, parce que c'est une personne adorable et un ami merveilleux. Celle-ci, qui est une autre édition spéciale de la Frogman. Je ne sais pas sur quoi ce modèle est basé, mais il est tout aussi absurde. Peut-être même plus. Ils sont dans la même catégorie. Et je l'adore pour exactement les mêmes raisons. C'est l'une de mes montres préférées. Donc c'est une G-Shock. J'ai acheté cette G-Shock car elle a été fabriquée, je crois, au début des années 2000. Cette montre a été spécialement fabriquée pour les pêcheurs de l'État du Maine. Ma mère est née dans le Maine et puis les pêcheurs du Maine, enfin j'ai un certain lien avec tout ça. Mais j'ai vu la publicité qui était comme un documentaire de 3 ou 6 minutes sur ces pêcheurs du Maine qui parlait de cette montre, conçue spécialement pour eux et à quel point elle était incroyable. Et je me suis dit, il me la faut absolument. Et ce n'était pas facile à trouver. Et cette montre coûtait quelques centaines de dollars, mais je l'ai trouvée. Et j'adore l'apparence de cette montre. J'aime tout à son sujet. J'aime particulièrement l'histoire qui se cache derrière. Et tu n'es pas non plus fixé sur une seule taille. Tu es partout, tu explores toutes les possibilités. Oui, eh bien, tu sais, le problème avec ces montres, ces énormes G-Shock, c'est que soit je blesse ma femme, soit je me blesse moi-même, ou parfois même mes enfants quand je les porte. Par exemple, si je dors avec ma femme, le bras sous elle, il faudra aller à l'hôpital pour le sortir de là-dessous. Donc j'ai un peu abandonné cette idée. Celui-ci est en quelque sorte le parfait compromis. Je dois poser une question maintenant. Donc, cette montre ici, je suis surpris que tu aies une Doxa. Et tu as une Doxa Subsea Ramblers. Comment as-tu eu celle-ci? Ça paraît tellement inattendu comparé aux autres choses que tu as, mais j'adore que tu possèdes une Doxa. D'accord, alors les Doxa, j'ai vraiment une affinité particulière pour l'histoire de ce qu'est une Doxa d'abord, et aussi pour son apparence si distincte. Mais tu sais, Doxa est une entreprise qui existe depuis les années 1890, quelque chose comme ça. Et à l'époque, leur fait de gloire était de fabriquer les horloges qu'on trouvait dans la première génération d'automobiles. Ils ont créé une technologie permettant à leurs horloges de rester précises une semaine, ce qui était inédit alors. Et dans les premières voitures de course Bugatti, vers 1910, ces toutes premières voitures de course, elles avaient toutes des horloges Doxa à l'intérieur. Et celle-ci en particulier, tu sais, il y avait plusieurs montres de plongée dans les années 30, 40, 50. Mais quand Doxa a fabriqué celle-ci, je crois que c'était à la fin des années 60, en 67, c'était la première montre de plongée conçue spécialement pour ça et accessible au grand public. Et Cousteau était tellement passionné par cette montre qu'il l'a amenée aux États-Unis. Avant Cousteau, ce n'était pas une montre américaine. Et c'est grâce à lui qu'elle est arrivée ici.
Et j'adore cette histoire, et puis je trouve que les nouvelles sont super. Mais elles ne me font pas le même effet que celle-ci. Celle-ci, c'est juste un bloc solide de métal lourd. Tu vois, c'est presque une arme. Ils étaient des pionniers de la montre de plongée. Et tu as mentionné Cousteau comme ce petit symbole d'aqualung juste là. Je veux dire, c'était sa marque aux États-Unis. Et quand il importait du matériel et de l'équipement de plongée, c'est sous cette marque qu'il le faisait. Et ça, c'est juste la marque de cette connexion avec Cousteau. Et c'est Aquanaut y adorait Doxa. Ils ont même co-conçu certains éléments des boîtiers Doxa et de ce qu'on voit ici. Ils ont été des pionniers de la valve à hélium à l'époque où la plongée sous-marine prenait vraiment son essor. Je veux dire, c'était vraiment des outils. Et on les trouvait dans les magasins de plongée. Ce n'étaient pas des montres. C'était des outils. C'était des outils. J'adore cette histoire, et j'étais vraiment passionné par ce récit. J'en ai parlé à un ami passionné de montres, en lui disant que j'envisageais d'enfreindre une de mes règles, acheter une montre vintage. Et je me suis dit, mais je ne sais pas si je peux assumer la responsabilité de cette montre parce que je vais la casser. Et il m'a dit, mec, le truc avec Doxa, c'est qu'elles sont indestructibles. Ma femme m'a offert ça pour mon anniversaire il y a quelques années. C'est génial, et ça date du milieu ou de la fin des années 70. Et je l'ai immédiatement cassé. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais le fonctionnement, le mouvement est complètement déréglé. Sur 24 heures, elle est décalée de plusieurs heures. Tu l'as fait tomber? Probablement. Ouais. Encore une fois, elle doit être révisée. Soupir. Ça a l'air cool. C'est le genre de truc que je garde juste parce que j'aime le regarder. Je devrais le faire réparer. Tu l'as démonté et remis en état. Je t'ai déjà vu les porter, par exemple, en vidéo. J'adore cette montre. Ouais. Je l'ai portée jusqu'à ce que, peu importe ce que je lui ai fait subir, elle n'indiquait plus la bonne heure. On doit te mettre en contact avec un horloger. Je vais avoir besoin d'un. Après ça, On va te mettre en contact avec l'horloger. je cherche un horloger à temps plein pour l'entretien de mes montres. Et celui-ci est vraiment, vraiment cool. Tu connais les gars de chez Maurice de Mauriac? Je ne les connais pas, ça. D'accord, donc c'est une jeune entreprise suisse d'horlogerie, vraiment jeune entreprise. Et ils fabriquent, tu sais, ils fabriquent des montres vraiment incroyables à Genève. Et j'adore leur philosophie du design. Et ce truc est indestructible. Elle est invincible et elle a ce cadran sur lequel tu peux sélectionner la ville où tu te trouves. C'est l'heure universelle, ouais. C'est juste une montre géniale. Ce que j'aime particulièrement, c'est que le verre est rouge. Et ce n'est pas une couleur, c'est un véritable cristal rouge qu'ils utilisent pour la fabriquer. Et ouais, c'est comme je l'ai acheté parce que il y a quelque chose dans sa robustesse qui me plaît. Comment as-tu découvert cette marque? Tu sais. C'est comme, tu sais, là tu vas un peu plus en profondeur. Ouais, là tu es. Partout à la fois. C'est vraiment, vraiment génial. Des amis à moi ont fait un film qui s'appelle Project Power. Et je joue dans le film. Et Jamie Foxx me tabasse dans le film. D'accord. Il me tabasse vraiment, pour de vrai. Petit aparté amusant. Pendant la répétition de la scène d'action, je répétais la scène avec sa doublure, encore et encore. Puis Jamie est arrivé et a dit « Pas besoin de répéter, j'ai tout en tête ». Il a voulu me frapper et il l'a fait, il m'a explosé. Ce n'était pas si grave, mais j'ai eu un sacré œil au beurre noir à cause de Jamie. C'est une bonne histoire à raconter quand même. Super histoire. Ce n'était pas sa faute, mais c'était la montre que son personnage portait dans le film. D'accord. J'en ai parlé à mes amis qui m'ont dit que c'était un choix délibéré de mettre ça au poignet du héros du film. J'ai vérifié et c'est une vraie montre, vraiment incroyable. Je me suis renseigné sur la société. De jeunes gars la possèdent, la dirigent et proposent des designs vraiment brillants. Mais je pense juste que cette montre résume tout ce que j'aime dans, tu sais, l'ingénierie, l'artisanat, la précision de l'horlogerie. Mais c'est une montre moderne. Et j'adore tout ça. J'aime tout dans cette montre. Et ceux-ci, donc ce sont les modèles GA 2100. Les gens les appellent les Cassiope, c'est leur surnom. Et tu en as deux. Oui, c'est une montre à 100 $ que je trouve géniale. J'ai adoré la version transparente. Et quand elle a jauni, ça m'a encore plus plu. Encore plus. Bien sûr, celle-ci ne fonctionne pas. Et puis, oui, je ne les porte pas. Mais celle-ci, tout le monde adore le vintage des années 80, mais tout le monde ignore le vintage des années 90. Il se trouve que je suis du vintage des années 90. Moi, je suis un pur produit des années 90. Donc le fait qu'ils en aient fait un dans un style vintage des années 90, façon Sauvé par le Gong, ça a vraiment un peu cette ambiance, c'est sûr. J'étais là, il me le faut absolument. Encore une fois, c'est un achat en un clic sur Amazon et ça arrive le lendemain. Je crois que je l'ai porté 3 fois et je l'ai porté le jour où je l'ai reçu.
puis je ne l'ai plus jamais remis. Tu n'étais pas dans une vidéo pourtant. Ouais. Ouais. Je pense que c'est tout. Je crois que je ne l'ai plus jamais porté, mais j'aime le posséder, je trouve ça cool. C'est une montre que j'apprécie, et si un ami disait «j'adore ça», je la lui donnerais tout de suite parce que ce qu'il voit dedans, c'est ce que j'y ai vu aussi. Et je n'y suis pas vraiment attaché. Mais j'aime le fait de posséder ça. Quand tu possèdes une montre, je veux dire, tu te dis que tu n'y étais pas vraiment attaché. Quelle est ta réflexion là-dessus? Quand tu regardes une montre, tu la vois presque comme un moyen de transmettre tes sentiments à quelqu'un d'autre. Un peu comme un cadeau. C'est une sorte de philosophie du don autour de ça. Quelle est ta réflexion à ce sujet? Oui, si elle a une signification particulière pour moi, par exemple, je ne donnerais pas cette montre parce que c'est moi qui ai fait sa patine. Je ne peux pas. Ma femme m'a offert celle-là, donc je ne les donnerai pas. Elle compte trop pour moi. Je ne la donnerai pas non plus. Mais le reste, surtout quand tu aimes vraiment les montres pas chères, comme celle-ci, cette montre était chère. Et celle-ci n'a pas plus de signification pour moi que cette montre. La seule réticence que j'ai à donner celle-ci, c'est parce qu'elle est si chère. Valide, ça a du sens. Valide. Mais au-delà de ça, ces montres en plastique comptent autant pour moi et ma vie en bénéficie autant, voire plus, que les montres de luxe. Donc pour 60 $, si je peux donner ça, vraiment le donner, j'ai une montagne de G-Shock dans mon bureau. Donc ce n'est vraiment que la partie émergée de l'iceberg. N'est-ce pas? Oui, parce que je suis arrivé en retard aujourd'hui et je n'ai pas eu l'occasion d'aller à mon bureau. Il nous faut un horloger pour casser. C'est pour ça qu'il était en retard aujourd'hui. Aucune de ces montres n'est à l'heure. Il faut qu'on règle ça. Mais j'allais aller à mon studio pour les récupérer toutes. Parce que ce que je n'ai pas ici, c'est la Timex Ironman originale. Absolument. Et je crois que Rodinky, ils ont ressorti l'Ironman original il y a 1 an ou 2 et j'en ai acheté tout un tas. Ensuite, je me suis rendu compte que ce n'était pas la toute première Ironman. J'en ai donc acheté une originale pour environ 90 $ et j'adore. Mais ça semble très, tu vois, ça c'est très Casey. Ma femme dit qu'elle est trop petite pour mon poignet, donc je ne la porte pas. Mais j'adore cette montre car, enfant, c'était celle de Bill Clinton quand il était président. C'est vrai? Ça avait fait tout un effet de voir le président porter cette montre en plastique un peu nulle. Et j'ai toujours aimé ça. Donc j'en ai tout un tas, j'en ai tellement que quand quelqu'un passe et qu'il en parle, je lui en donne une. Parce que c'est pour ça que j'en ai plein. C'est un joli cadeau à offrir à quelqu'un. Et tu as 2 autres montres ici dont on n'a pas encore parlé. Tu veux en parler aussi? Quelles n'avons-nous pas abordées? Ces deux-là. Celle-ci est une montre de course. Tu fais souvent des marathons? Tout le temps. Et j'ai apporté ça ici parce que je pense que l'Apple Watch est un incroyable bijou de technologie. J'adore ce qu'ils ont fait avec l'Apple Watch. Personnellement, je la porte pas parce que je veux juste que ce que j'ai au poignet me donne l'heure et rien d'autre. Mais j'adore l'Apple Watch. Mais esthétiquement, c'est pas mon truc. Je pense que, pour citer ma femme, elle a dit que l'Apple Watch, c'est le survêtement des montres. Elle a dit que si elle se remariait, elle écrirait sur l'invitation « Merci de ne pas porter d'Apple Watch ». Et c'est à ça que je pense quand je vois une Apple Watch. C'est comme « Je vais juste mettre un survêtement aujourd'hui ». Comme si ça manquait totalement de style. C'est comme le choix sport décontracté, non? Pour les montres. C'est comme, ouais, rien ne dit « J'ai laissé tomber » comme porter une Apple Watch. Une marque de montre en fera sûrement son slogan. Tu vois? Et je pense que ce que Garmin a vraiment bien fait, c'est qu'avec leur Phoenix, je crois que c'est ce modèle-là, qui a un boîtier en aluminium, ça doit être de l'aluminium, eh bien, c'est une montre élégante. De loin, tu vois ces deux montres, si je bouge mes mains assez vite, elles représentent un peu la même chose à ton poignet, c'est-à-dire une montre classique, imposante, lourde et ronde. Et j'adore vraiment ça. La seule raison pour laquelle je ne la porte pas tous les jours, c'est qu'il faut la recharger toutes les 2 semaines ou quelque chose comme ça. C'est pas une bonne solution pour ça. Je vais pas m'en souvenir, donc je ne le fais pas. Mais quand je portais une montre de course tous les jours, c'était celle-là. Petite note intéressante. Je n'aimais aucun bracelet proposé pour cette montre. Alors j'ai acheté ce superbe bracelet Autant parfait pour elle. Mais le capteur ne marche pas quand le bracelet Autant passe dessous. J'ai coupé le bracelet Autant et je l'ai recousu moi-même, d'où ces coutures ratées. Ouais. Super montre quand même, j'en suis vraiment fan. Le bon vieux traitement à la Casey Neistat. C'est ce que tu fais. J'aime beaucoup cette gamme de montres Garmin car elle ressemble à une vraie montre. Tu cours toujours avec ta Garmin ou utilises-tu une autre montre? Je ne le fais pas. Tu ne cours pas avec une montre? Non. Tu ne vérifies même pas ta fréquence cardiaque ou quoi que ce soit? Non. Pour le marathon, le jour de la course, oui. À l'approche de la course, comme lors de longues sorties, je porte mes montres pour m'habituer. Une Apple Watch et une Garmin.
Tu ne veux pas essayer de découvrir quel est ton seuil cardio et ton rythme cardiaque? J'ai tout ça. T'as compris, c'est tout au ressenti. J'adore ça. Pendant mes courses quotidiennes, comme ce matin, j'ai juste mon téléphone pour écouter un livre audio ou autre. Et ça suffit. Mais ma fréquence cardiaque et tous ces autres indicateurs, non, ça va pour moi. Je sais, je sens ma fréquence cardiaque. D'accord, encore une montre ici. Je veux aussi parler de ce que tu as acheté aujourd'hui. C'est aussi une histoire sympa. Ouais, donc c'est une montre Shinola et c'était un cadeau. Et Shinola, tu vois, je suis un grand fan de cette entreprise et aussi de l'histoire de cette entreprise. Oui, près de chez moi, à Détroit. Oui, un natif de Détroit qui a vu tous ces artisans qualifiés, toutes ces personnes compétentes qui ont perdu leurs moyens de gagner leur vie quand l'industrie a quitté Détroit. Il a alors décidé de créer une entreprise. Le fondateur de Shinola avait lancé Fossil, vendu très cher, puis utilisé cet argent pour créer Shinola. Donc l'idée, c'est que ces produits sont assemblés aux États-Unis et conçus aux États-Unis et réalisés par les mêmes mains expertes. Celles qui ont autrefois construit des voitures, toutes les voitures que nous avons fabriquées ici à l'apogée de l'industrie automobile, ce récit-là, je l'adore. Et un gamin est venu me rendre visite, dont le père travaille chez Shinola, et il voulait choisir une montre Shinola pour moi, et c'est cette montre qu'il a choisie. Très sympa. Donc j'adore ça, et je trouve aussi que c'est une montre vraiment cool. J'aime le fait qu'elle soit entièrement noire, avec les aiguilles noires, le cadran noir, les chiffres noirs. Mais il est presque impossible de lire l'heure. La lisibilité n'est pas le principal atout de cette montre. Non, mais c'est une montre vraiment cool. Surtout avec des lunettes de soleil. Je suis sûr que c'est presque impossible. C'était un cadeau, et oui, j'aime bien, donc j'adore ça. Je possède cette montre, mais elle fait aussi partie des choses que je possède et que je ne porte jamais vraiment. Mais c'est une montre cool, une montre vraiment cool. Et en parlant de montre cool, peut-être pour conclure, tu veux nous en dire un peu plus parce qu'on vient juste de finir une autre vidéo que probablement ceux qui regardent ont déjà vue, mais peut-être pas tout le monde. Tu as choisi une nouvelle montre aujourd'hui Donc on est ici. C'est quoi cet endroit? qui s'appelle Carrot Co. Qui a la sélection de montres la plus incroyable? Et on a passé 1 heure en bas avec le propriétaire de l'endroit à regarder toutes ces montres incroyables. Donc je pouvais acheter une montre et je ne trouvais rien qui me plaisait jusqu'à ce qu'on me montre quelque chose. Cette pièce majestueuse de technologie. Et cette montre, non seulement incroyablement élégante et fabriquée au Japon, mais aussi une montre tout simplement exceptionnelle. Vous pouvez soulever le cadran comme ça, même si ce n'est pas vraiment le cadran. Donc c'est le verre avec une lunette ici, comme une lunette. Soulever le verre et la lunette. Et c'est fait pour les personnes malvoyantes, donc pour les personnes aveugles. Elles peuvent lire l'heure au toucher. Et je pense, pour moi, au-delà du côté cool de ça, je peine avec toutes mes montres, sauf ces modèles en plastique bon marché. Car l'une de mes règles est de ne jamais manquer un moment de lumière du jour. Donc je ne dors jamais avant. Il fait nuit et je ne me réveille jamais avant que le soleil ne se lève. Chaque matin, quand je me réveille, il fait toujours noir dehors. Je ne sais jamais quelle heure il est. Je n'aime pas prendre mon téléphone. Trop de lumière d'un coup. Comme mon Indiglo délavé ici, qui marche à peine, c'est suffisant, regarde. Ouais. Ton rétroéclairage est quasiment mort. Presque gris. L'idée, c'est que sans ouvrir les yeux, je pourrais savoir l'heure sur ma montre au toucher. C'est l'élégance et l'utilité à l'état pur. Et j'ai adoré le fait qu'on passe d'une marque à l'autre. Et franchement, c'était difficile, je l'ai fait souvent. Et toi, ça a été un vrai parcours pour arriver à cette montre. Nous avons finalement choisi la montre la moins chère du magasin, mais ce n'est clairement pas ça l'essentiel, n'est-ce pas? Écoute, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Tu peux acheter de belles choses, mais tu ne peux pas acheter du style. Ouais, cette montre est vraiment sympa. Elle est vraiment géniale. Elle est trop cool. Au fait, c'est mon nouveau truc préféré. Tu devrais la mettre. Je vais la mettre là. Ouais, tu viens juste de l'avoir il y a 30 minutes. Tu devrais en profiter. Oui, si elle ne casse pas, ce sera ma montre principale. Et puis, tu vas devoir nous tenir au courant de ce que Candace pense de celle-là. Parce qu'à l'origine, l'objectif aujourd'hui était d'acheter une montre pour Candace. Nous avons lamentablement échoué. Oui, c'est vrai. J'étais prêt à essayer, mais j'ai eu l'impression d'être stoppé net. Parce que c'était juste comme un moment fugace. C'est une idée, je sais à quoi je fais face. C'est comme si on était devant le château, avec le dragon à l'intérieur. Et je me dis, écoute, c'est le moment où il faut juste poser nos épées et s'enfuir. Parce que ce dragon va simplement nous dévorer vivants. Je suis marié à ce dragon depuis plus de 10 ans. Elle est formidable, je l'adore, mais c'est sûrement la personne la plus difficile à qui faire un cadeau. Acheter une montre pour quelqu'un, c'est difficile. C'est vrai, c'est un parcours personnel et c'est ce qui rend tout cela amusant. Ça montre un peu qui est Casey.
c'est tout toi. Ces petits objets n'ont de sens que si on choisit de leur en donner un à travers nos actions quotidiennes. Je voulais simplement te remercier, Casey. C'était vraiment sympa. J'ai une remarque que je voulais aborder. Vas-y, s'il te plaît. C'est-à-dire, si je pouvais posséder n'importe quelle montre au monde. Oui. Quelqu'un m'a posé cette question et j'ai une réponse parce que je suis obsédé par ça depuis toujours. Et la raison pour laquelle je ne possède pas cette montre, c'est que tu peux en avoir une pour, tu sais, moins cher qu'une de ces montres de luxe, je pense. Peut-être. C'est parce que je ne suis pas encore assez responsable pour en posséder une. Mais je veux une montre de tranchée Rolex qui a été fabriquée entre 1916 et 1919. Précisément, ni après ni avant. Parce qu'à cette époque, Rolex était la seule entreprise à fabriquer des montres pour les Britanniques. Et les montres de tranchée n'étaient fabriquées que pour une seule raison. Et c'était pour que les officiers puissent synchroniser l'heure pour sortir de la tranchée. Ce qui veut dire que si vous trouvez une montre de tranchée de cette époque, il est très probable qu'elle ait été portée par un officier lors d'une attaque. Sinon, elle n'existerait probablement plus aujourd'hui. Et l'idée de pouvoir posséder ça, juste de le tenir et de le regarder, c'est quelque chose de spécial. Par exemple, moi, je possède un bracelet en bronze romain. Ce n'est pas si cher, c'est assez courant, ça coûte quelques centaines de dollars. Mais il a 2000 ans, peut-être plus. Et il a été trouvé dans le sud de l'Allemagne, ce qui veut dire que la seule raison pour laquelle il s'est retrouvé là-bas, c'est parce qu'ils étaient là-haut en train de se battre. Je possède ce morceau de métal, reçu dans un écrin avec un certificat d'authenticité et sa datation. J'ai cassé l'écrin pour l'ouvrir, sorti le métal, et il est sur mon bureau. Parce que quand je tiens ça, j'imagine juste le soldat, le centurion, qui portait ça il y a 2000 ans. Donc posséder cette montre de tranchée et savoir que, même si elle n'a pas été portée par un officier, c'est pour ça qu'elle a été spécialement fabriquée. La part de rêve là-dedans, c'est quelque chose sur lequel je me suis toujours focalisé. Je ne peux pas encore l'acheter car je risque de la perdre ou de la casser. Je ne suis pas prêt, mais un jour, Teddy. Je crois en toi. Je pense que c'est un tournant. On va te trouver un horloger. On va te faire changer des piles. Je comprends l'idée de cette nouvelle ère de la collection de montres pour Casey Neistat. Ça n'arriverait pas si je n'étais pas là. Officier, après vous, monsieur. Ouais. Bien sûr, merci.